Vous avez aimé les prémices de l'affrontement entre selfie et portrait? Vous allez adorer la suite. On a bien compris dans la première partie de cet épisode que le selfie comme le portrait constituait le moyen idéal de faire sa propre publicité. Mais si derrière cette soif de reconnaissance se cachait un désir beaucoup plus profond? Regarde au-delà de ce que tu vois. Aujourd'hui, nous allons analyser en quoi ces deux pratiques, a priori égocentriques et superficielles, sont en réalité un moyen d'ouverture sur le monde. Et oui, rien que ça. On pourrait penser qu'à travers le portrait et le selfie, le modèle cherche à montrer sa supériorité. Mais davantage qu'une futile volonté de se mettre en avant, il souhaite avant tout être accepté par l'autre. Nous ne sommes donc pas dans un rapport de domination, mais dans une quête d'égalité. Et pour être accepté par l'autre, il faut bien évidemment respecter un certain nombre de codes sociaux. Ce qui peut se traduire par le fait de reprendre les mêmes attitudes, porter des vêtements similaires ou encore partager les mêmes centres d'intérêt. Plus un individu s'approprie ces codes sociaux, plus il devient facile de le catégoriser. Autrement dit, de l'ériger au rang de capitaine d'équipe ou au contraire de le renvoyer à son statut de pauvre loser. Car finalement, quoi de plus rassurant que de pouvoir immédiatement coller une étiquette à quelqu'un? Et comme vous pouvez vous en douter, cette notion d'étiquette est particulièrement présente sous le règne de Louis XIV. Il n'est donc pas étonnant de voir apparaître ce que l'on appelle le portrait de cour. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Le portrait de cour, c'est finalement ce dont j'ai parlé tout au long de la première partie de cette vidéo, soit une représentation flatteuse d'un modèle établi selon les canons de beauté de l'époque. Dès lors qu'un modèle s'approprie les codes du portrait de cour, il réaffirme son appartenance au monde courtisan et de ce fait est immédiatement identifié en tant que tel. De la même façon, pour qu'un selfie soit considéré comme ayant un swag certain, il va emprunter des expressions et mimiques unanimement connues et reconnues, comme par exemple la duck face, le geste pissou de la victoire ou encore la moue boudeuse. Dans la mesure où notre cerveau perçoit plus d'une dizaine d'images à la seconde, cette gestuelle lui permet d'instantanément identifier le selfie. Ainsi, face à une image familière, nous aurons plus facilement tendance à liker voire partager cette dernière. C'est exactement comme lorsque l'on se rend au supermarché. Les produits que l'on achète le plus sont ceux dont on connaît le packaging grâce à la publicité ou encore à une habitude de consommation familiale. Le fait d'avoir un référent permet donc d'accorder plus rapidement sa confiance au produit. Cela explique en partie pourquoi les mimiques utilisées dans les selfies sont sans cesse réutilisées. Au final, tout le monde se retrouve à copier une gestuelle sans même savoir réellement pourquoi ni d'où elle vient. Prenez la duck face par exemple, qui a pu bien inventer une telle prouesse buccale? Et si vous avez des problèmes de gencives? Eh bien, selon certains spécialistes, cet étrange phénomène serait lié à l'arrivée du Botox à Hollywood. L'apparition du Botox ayant totalement redéfini les standards de beauté féminins. Désormais, il faut compter sur la bouche pulpeuse et les joues creusées d'une Angelina Jolie ou d'une Megan Fox. Les femmes non botoxées chercheraient alors inconsciemment à imiter ces stars. Mais bien que leur but soit d'être assimilées à ces personnalités, c'est généralement l'effet inverse qui se produit. Ces femmes ne sont alors pas rangées dans la catégorie de célébrité, mais étiquetées comme étant superficielles et un brin stupide. Toutefois, ce désir de comparaison avec les plus grandes stars n'est pas un phénomène exclusivement réservé à notre époque. Les courtisans s'amusent eux aussi à mimer les attitudes des personnalités éminentes de leur temps. Et généralement, ces attitudes sont choisies en fonction des portraits présents dans l'atelier du peintre. Mais comme vous pouvez le deviner, la plus grande star du XVIIe siècle est sans conteste Louis XIV. Ainsi, les modèles masculins sont nombreux à adopter la célèbre pose Louis XIV, c'est-à-dire debout, le buste tourné de 3/4 avec une main posée sur la hanche. Et le mimétisme ne s'arrête pas là. Les courtisans cherchent tellement à être associés au roi qu'ils sont même prêts à porter d'énormes choucroutes, toutes plus ridicules les unes que les autres. Mais pourquoi Loulou a-t-il infligé cela à sa cour? Est-ce par pur sadisme? Eh bien non. Suite à une grave maladie à l'âge de 19 ans, notre bon vieux Louis XIV perd une bonne partie de ses cheveux. Il décide alors d'opter pour le port de la perruque. C'est la princesse Léa qui va être jalouse. Et comme tout bon mouton qui se respecte, ses courtisans n'hésitent pas une seconde à en faire de même. À l'origine d'un grand nombre de modes, le roi parvient ainsi à instaurer un langage esthétique aussitôt reconnaissable.
Et il en est de même pour le selfie, qui s'est imposé en l'espace de quelques années comme un langage à part entière. L'ensemble des poses utilisées dans les selfies pouvant s'apparenter à une sorte d'alphabet. Mais contrairement au portrait, il s'agit ici d'un alphabet universel. Ainsi, l'arrivée d'Internet et des smartphones a permis aux selfies de développer un vocabulaire formel compréhensible aux quatre coins du globe. Par ailleurs, l'apparition des smileys a contribué à faciliter l'interprétation des selfies. Finalement, tous les visages exaltés et autres grimaces que l'on peut croiser dans les selfies sont très proches des smileys utilisés dans les messages et sur les réseaux sociaux. Grâce aux smileys, tout le monde peut aisément interpréter ce que signifie un clin d'œil ou encore une langue tirée. On comprend donc mieux pourquoi certains selfies usent et abusent de poses légèrement outrancières. Le but étant d'accentuer une émotion qui pourra être immédiatement comprise tout en montrant sa maîtrise des codes sociaux. Mais l'influence des smileys va bien au-delà du simple selfie. Ils infiltrent également notre vie quotidienne, comme en atteste une publicité diffusée en 2015 aux États-Unis, et dont le titre peut se traduire par « Les choses que tout le monde fait mais dont personne ne parle ». On y voit notamment Barack Obama préparant un discours devant son miroir. Et pour ce faire, il emploie toute une panoplie d'expressions faciales rappelant étrangement certains smileys. Un comportement qui ne semble pas si étonnant dans la mesure où l'ancien président des États-Unis se retrouve exactement dans la même situation que pour un selfie, c'est-à-dire face à son propre reflet. Cet exemple montre à quel point le selfie est parvenu à s'immiscer dans notre quotidien. Et avec les années, on constate que la frontière entre réel et virtuel est de plus en plus fine, comme en atteste la mode du selfie after sex ou encore celle du selfie at funerals. Désormais, on a le sentiment qu'une émotion ne peut être pleinement ressentie que si elle est partagée sur les réseaux sociaux, comme si l'individu avait besoin de dévoiler les aspects les plus intimes de son existence pour se sentir vivant. Mais cette plongée dans l'intime est loin de se limiter au selfie. En effet, à mesure que l'on avance dans le XVIIIe siècle, l'individu se voit de plus en plus représenté dans l'intimité des appartements. Et cet art de l'intrusion se poursuit tout au long du XIXe siècle, période durant laquelle les artistes n'hésitent pas à pousser la porte des maisons closes. De Manet à Degas en passant par Toulouse-Lautrec, tous s'emploient à dépeindre les différents visages de la prostitution, que ce soit à travers le portrait ou la scène de genre. On n'est donc pas si loin des selfies after sex. En conclusion, on retrouve d'un siècle à l'autre ce désir de partager son intimité, de montrer le contexte dans lequel on évolue. Derrière la volonté d'appartenir à un groupe social clairement défini, se cache donc le besoin de faire valoir son individualité. Avec le portrait et le selfie, nous ne sommes pas seulement dans une démonstration d'ego, mais dans une véritable recherche identitaire. À travers ces deux modes de représentation, l'individu choisit le personnage qu'il souhaite incarner, la personnalité qu'il souhaite adopter. Comme si le fait de fixer son image sur la toile ou dans son smartphone lui permettait de savoir qui il est vraiment. Ce jeu de faux-semblants peut ainsi amener à se poser la question suivante. Suis-je devenu la personne figurant sur la photo ou le portrait, ou n'est-ce qu'une identité de façade ? Je vous laisse méditer là-dessus en espérant que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire et à liker et partager la vidéo autour de vous. Bonne journée à tous!